Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu bouillant, carrément bouillant même. C'est pourquoi les chutes se multiplient-elles dans le cyclisme professionnel, dans les pelotons, que ce soit chez les hommes mais aussi chez les femmes. On avait l'occasion de le voir sur les derniers Tours de France féminins. Tour de France des femmes, pardon, je m'excuse. Donc voilà, c'est un sujet sensible et pour échanger autour de ça et pour une grande première, on est tous les quatre connectés, que ce soit Camille, que ce soit JP et que ce soit Loïc. Donc bienvenue à vous tous sur le podcast pour un épisode exceptionnel, ne serait-ce que par votre présence. Bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Loïc et bonjour Arnaud. Bon, c'est cool de vous avoir en tout cas. C'est cool de vous avoir justement sur cet échange. On va pouvoir donner notre avis en tant que j'allais dire professionnel, pas du cyclisme, mais en tant que chroniqueur en tout cas. Hein. Camille anime depuis plusieurs années la capsule santé, Loïc la capsule parole de coach et JP la capsule dans l'atelier. Donc pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur le podcast, ce sont des épisodes qui sortent, un épisode par semaine depuis maintenant quasiment 3 ans. Et chaque mois, vous pouvez retrouver un de ces thèmes. Voilà. Alors, tension et taux de chute en hausse, c'est ce qu'on constate en tout cas. Depuis 2020, c'est vrai que les chutes ne cessent d'évoluer. Dans le peloton professionnel, il y a même un record de chutes et de blessures qui avait eu lieu en 2023. De mémoire, si le chiffre est précis, je crois que c'est 239 blessés qui avaient été répertoriés dans le peloton professionnel. Donc, en tout cas, voilà, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça avait été mis vraiment sur l'actualité suite à la 4e étape du Tour du Pays Basque, où effectivement tous les leaders, dans un virage à droite, un petit peu en dévers, étaient tous partis goûter un petit peu la chaussée avec des fractures, et ça avait été assez marquant. Donc une cascade d'accidents a déclenché une réaction en chaîne parmi les acteurs du cyclisme, tous préoccupés principalement par la sécurité des coureurs. Alors, le cyclisme professionnel est-il devenu trop dangereux ? Moi, je vais rentrer tout de suite dans le sujet de l'épisode et vous poser la question, comme ça, sans rentrer dans le détail, puisqu'on va y venir après, mais si vous aviez un mot à donner sur ça, est-ce que pour vous, le cyclisme pro, un sport qui nous passionne tous les quatre, est-il devenu trop dangereux ? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole sur ce sujet ? Je pense qu'il est devenu dangereux du fait de l'exigence de ce métier, parce que c'est devenu un métier à part entière, et on parle souvent de gains marginaux et d'entraînement optimisé, de matériel optimisé. Tout ça joue un rôle dans les risques que les coureurs sont obligés de prendre pour gagner leur vie. Je suis d'accord avec Loïc, et je pense qu'en plus, là, on assiste au moment où on enregistre, on est quand même à la fin du critérium du Dauphiné. En question de secondes aujourd'hui, qu'en fait, il y a une grande fébrilité dans le peloton, et ça se sent beaucoup parce que c'est rare, à part un Pogačar qui règle tout le monde et qui fait la différence, mais pour le reste du peloton, moi j'ai l'impression qu'on arrive à des niveaux très 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 élevés sur lesquels la différence, ça se joue vraiment en secondes, et que du coup ça crée un peu ce climat qui est très tendu. Donc je dirais pas que c'est trop dangereux, mais par contre je dirais que plus le niveau monte, plus mécaniquement on va assister à ce genre d'incident, quoi. Ah, c'est vrai que les gains marginaux, ça rejoint ce que tu disais, hein, les quelques secondes qui séparent les sportifs et les grands champions aujourd'hui, ils sont tous à la recherche de secondes, ça fait un lien directement avec les gains marginaux dont parlait Loïc. Et quel est ton avis, JP, toi, sur ça ? Est-ce que le cyclisme pro est-il trop dangereux ? Je vais peut-être jouer sur les mots une fois de plus. Tout le sport de haut niveau est dangereux. C'est inhérent à la recherche de performance au haut niveau. Je crois que ce qui a augmenté, c'est le risque. C'est le facteur risque augmente parce que le danger est toujours présent. Mais quand les performances se resserrent, quand on pousse jusqu'à encore plus proche de la limite, puisque c'est ça la marge de progression, hein, si on est dans l'épaisseur du cheveu, eh bien on augmente la probabilité d'avoir des accidents. Maintenant, on va débattre. Est-ce que c'est trop dangereux ? Je ne sais pas si trop dangereux, ça voudrait dire qu'il faudrait revenir en arrière
Ça paraît compliqué, c'est dangereux. Je crois que ça l'a toujours été. Il me semble que le cyclisme a toujours vu des chutes, avec moins d'occurrences, certes, mais voilà, c'est un petit jeu de mots sémantique. Le danger est là. On va voir, chacun d'entre nous, on va certainement avoir du pour et du contre. Dans chacun de nos aspects, il y a des choses qui progressent et des choses qui régressent, mais de toute façon, on va vers plus de risques, plus de facteurs risques. C'est que c'est devenu aussi un business, le vélo, et c'est un spectacle. Et on essaye aussi, les organisateurs essayent de créer des événements de plus en plus attractifs. Donc on raccourcit les étapes, donc on va de plus en plus vite et on essaye de mettre parfois des parcours exigeants, que ce soit en montée, en descente. Et tout ça, ça joue aussi un rôle sur les risques pris par les coureurs qui sont obligés en fonction de leur niveau, de s'adapter aux autres qui sont peut-être plus forts. Par exemple, je repense à Nibali et Remco autour de Lombardie quand Remco est tombé parce que Nibali mettait la pression dans la descente. Intéressant, intéressant. Là, j'ai un avis aussi sur ça, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais rentrer sur la partie, dans cet épisode, sur la partie santé. Et dans la partie santé, alors on pourrait parler de plein de choses, mais moi, il y a un aspect qui m'intéresse, puisque dès que les coureurs, notamment à la 4e étape du Tour du Pays Basque, sont tombés, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des réactions, on a tout de suite pointé du doigt la caféine. Alors la caféine dans le cyclisme, alors du coup, moi je me suis un petit peu renseigné, paraît-il que ça existe depuis très longtemps, que c'est pas nouveau. Alors pourtant, moi je fais du vélo depuis très longtemps et pourtant du long et je n'ai jamais touché à la caféine. Donc ça m'a un petit peu interpellé, j'ai voulu essayer de comprendre. Et j'ai donc demandé à Camille, effectivement, qui s'occupe de la partie santé, qui est la chroniqueuse sur la partie, la capsule santé, justement, de creuser un petit peu ça. Donc Camille, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la caféine et ses mécanismes d'action ? Ouais, les mécanismes d'action de la caféine, comme tu le disais, c'est vrai qu'on les connaît depuis longtemps. On sait que sur la performance en endurance, en vélo, c'est très connu. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui a peut-être beaucoup évolué aussi, c'est la façon de la consommer. On en trouve en shaker, en gel, en pastille, en chewing-gum. C'est pas seulement quand on parle de la consommation de caféine. En fait, je vous dis ça parce que c'est pas seulement le petit expresso qu'on prend, c'est que là, ça devient le produit dopant autorisé le plus utilisé dans notre sport. Et au final, ça date des années 80. On a identifié un phénomène qui s'appelle le glycogen sparing, qui est le mécanisme principal par lequel la caféine améliorerait la perf. Donc, ce serait aussi bien l'oxydation des liquides que contribuer à préserver les réserves de glycogène. Du coup, il y a certaines recherches aujourd'hui qui viennent quand même contredire cette théorie, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça agit principalement sur les systèmes nerveux, le central et le périphérique. Ça réduit la perception de la douleur et ça stimule les activités motrices ainsi que le potentiel de contraction des muscles. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et sur énormément de volontaires. Là, il y en a 34 qu'on peut trouver dans le monde entier. Et globalement, on voit que si on doit donner des chiffres, on est à peu près à 5% d'amélioration de la performance sur, par exemple, un contre-la-montre. Et ça, c'est tout simplement énorme. Et on le voit de plus en plus sur les courses, même sur les courses d'ultra, on en avait parlé Arnaud, mais c'est vrai que sur la RAF, moi, j'ai vu des concurrents partir avec une sacoche de cintre avec des paquets entiers de petites gélules de caféine, quoi. Mais là-dessus, alors moi au moment où on se parle, j'ai bu un peu trop de café aujourd'hui. JP en est témoin, j'ai bu un très très bon expresso à midi, mais j'ai bu un peu trop de café. Et qu'est-ce que ça provoque chez moi ? J'ai des légers maux de tête en fin d'après-midi parce que j'ai bu un peu trop de café. Voilà, je sais, je peux les compter. Je suis pas très bon élève sur ça. J'aime boire du café et là, probablement, aujourd'hui, j'ai dépassé un petit peu la dose en caféine. J'ai un mal de tête. Mais pour revenir sur ce que tu me dis, effectivement, ça augmente de 5% la performance, mais sur quelle quantité ? C'est-à-dire qu'il faut boire 5 expressos, il faut boire 7 expressos, il faut boire 1 litre de café. Enfin, tu vois, à quel moment tu sais que cette prise de caféine va augmenter de 5% ta performance ? Je ne sais pas si ma question est très claire. Ouais, j'ai compris. La réponse est, ça dépend. La réponse, c'est que en fait, le dosage doit être individualisé en fonction de plusieurs facteurs, en fonction notamment du poids corporel de l'athlète, mais aussi en raison de sa tolérance à la caféine. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans la tolérance à la caféine. Il y a bien sûr l'accoutumance. Si on boit du café tous les jours,
on est beaucoup plus accoutumé. Il faudra donc de plus grandes doses de café pour en ressentir les effets. Et il y a un autre sujet dont on avait parlé, c'est aussi génétiquement, on n'est pas tous équipés pareil, on ne métabolise pas tous le café de la même façon. Certaines personnes le métabolisent beaucoup plus rapidement que d'autres, donc les effets peuvent être plus ou moins longs. Mais en gros, pour te donner une réponse, c'est entre 2 et 6 mg de caféine par kilo de poids corporel. Donc, en gros, si tu pèses 70 kilos, c'est un dosage qui va varier entre 140 et 420 mg. Mais on ressentirait déjà des effets positifs à partir d'à peine genre 100, entre 50 et 100 mg pour améliorer le temps de réaction et la vigilance mentale. Ça veut dire que tous les dosages qu'on retrouve dans les gels, ou maintenant effectivement, je pense à une marque américaine qui a lancé l'hydrogel, qui fait un carton d'ailleurs, qui est un produit spécifique à la caféine. D'ailleurs, même si les grands sportifs, hommes et femmes, cette marque n'est pas partenaire de leur équipe, ils en ont tous dans leur poche arrière. Et ça voudrait dire que tout ça est préparé, étudié. Je crois qu'il y a même des chewing-gums dans la caféine pour que la caféine fasse effet plus vite, justement avec les muqueuses. Il y a un vrai travail qui est fait par, je ne sais pas si on peut dire les nutritionnistes, mais il doit bien y avoir aussi une mise en garde qui leur est faite aux sportifs. Tout à fait. Je pense que tout le travail aujourd'hui qui est mené sur les sportifs qui utilisent beaucoup de caféine, c'est de trouver ce sweet spot qui est pile entre le j'améliore ma performance sans les conséquences, donc dont celles que tu évoquais tout à l'heure, hein, les maux de tête, les maux d'estomac aussi, et notamment vu qu'on parle de la dangerosité du peloton, la nervosité en fait qui en découle. Et s'il y a des gens qui ne consomment pas de café parmi nous et qui sont déjà, enfin, peut-être que vous ne connaissez pas cette sensation, mais c'est vrai que quand on en consomme beaucoup, au bout d'un moment, ça crée vraiment en fait, des palpitations, enfin, vraiment une certaine fébrilité comme ça, et qui est ce qu'on retrouve aussi parfois dans les départs d'étape où on voit que tout le monde est très, très, très tendu pour plein d'autres raisons, hein. On va pas tout mettre sur le compte de la caféine. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, il y a les chewing-gums dont tu parlais. L'absorption de la caféine avec des chewing-gums, ça se fait au travers des muqueuses de la bouche. Donc, du coup, en 15-20 minutes après avoir mâché le chewing-gum, on a un grand kick. Et du coup, d'un côté, c'est très pratique parce que ça va te lancer, ça va te mettre un coup de boost. D'un autre, si tout le monde fait ça, en fait, on est comme des hamsters qui auraient tous pris vraiment un truc trop fort et qui se lanceraient tous en même temps dans la roue. Du coup, c'est ça qui est un peu dangereux, quoi. C'est vrai que pour moi, la caféine, je l'associais à nervosité. Effectivement, je l'associais pas du tout à augmentation de la performance. Et pour le coup, là, j'étais totalement naïf sur ça, hein. Je ne pensais pas que la caféine pouvait augmenter les performances et la concentration, mais pour moi, c'était vraiment un effet de nervosité. Et pour moi, quand tu fais du cyclisme, il faut effectivement avoir de l'énergie, mais pas être nerveux, parce que ça peut être effectivement un problème. Et c'est quoi votre avis, JP et Loïc, sur la caféine? Est-ce que vous connaissiez tous les éléments que Camille nous a mis en avant? Vas-y, Loïc. C'est quelque chose que j'utilise déjà dans l'entraînement avec les athlètes que je suis, parce que c'est une preuve, c'est des consensus scientifiques sur l'apport, le gain apporté par la prise de caféine, notamment avant les séances à haute intensité. Après, en compétition, c'est un autre débat, hein. C'est vrai que les effets néfastes en compétition, notamment sur la nervosité, enfin les effets sur le système nerveux, ça peut créer des comportements anormaux dans un peloton. Et c'est vrai que ça peut être très dangereux. À l'entraînement, voilà, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps et que j'utilise aussi depuis très longtemps. Et selon toi, Loïc, et après je te laisserai la parole, JP, sur ça, mais selon toi, Loïc, est-ce que c'est une des composantes, c'est pas forcément la seule à pointer du doigt, mais qui fait qu'effectivement les chutes sont en augmentation? Est-ce que ça peut, selon toi, la prise de caféine peut être un des éléments qu'il faudrait peut-être mesurer dans le futur? Tu sais, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, c'était, je crois, c'est le tramadol, c'est ça, qui a été montré du doigt et ils l'ont interdit. Donc c'était un médicament qui avait à peu près les mêmes effets. Et tu vois, les chutes sont toujours là, donc je pense pas que ce soit que ça. C'est bien plus complexe, c'est beaucoup plus systémique comme problématique que juste la prise de caféine. Et pour toi, JP, ton avis sur la caféine, tu connaissais, tu avais entendu parler ou c'est une découverte? Moi, je connaissais parce que j'ai pas mal bossé le sujet. Ça n'augmente pas que les performances physiques, c'est aussi un effet sur les performances mentales, l'acuité, etc. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Clairement, Camille parlait de sweet spot. On a chacun un sweet spot, c'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement, ça te pousse à la performance. Il y a une dose idéale pour chacun.
où quand tu connais ta dose, et ben, tu tires tous les bénéfices. Si tu dépasses cette dose, c'est comme la pression des pneus, hein. Si tu dépasses après la performance s'écrase et donc tu rentres dans l'effet néfaste. Après, est-ce que c'est vraiment responsable de ce qu'on peut observer dans le peloton pro aujourd'hui? Je crois pas du tout. Sincèrement, déjà pour isoler la caféine dans tout ce qui est avalé, ça serait très difficile. Et au contraire, je pense qu'ils ont quand même une vigilance de ce point de vue-là à essayer d'augmenter l'acuité et la capacité de concentration des pilotes. Je crois pas que ça soit là-dessus. C'est peut-être le cocktail de trop de choses qui fait que peut-être certains sont un peu désorientés ou déboussolés à certains moments, ou alors quand ils sont. Est-ce qu'on peut se poser la question? Je sais pas, Camille. Moi, je me dirais plutôt que, en fait, les gens quand ils sont sur le sweet spot de tout ce qu'ils prennent, sans polémique, hein, ça peut être de l'antidouleur, ça peut être, mais quand ils sont sur le sweet spot, ça se passe très bien. Et je pense que peut-être ils sont en difficulté quand ils ont un manque finalement, et pas quand ils ont un excès. C'est peut-être plutôt ça qui peut générer même peut-être de l'anxiété. Tu sais, quelqu'un qui se dit ah là j'ai un coup de moins bien et Intéressant. paf. Moi je le verrais plutôt comme ça, plutôt qu'un excès de caféine. On est sur des gens qui sont affûtés physiquement. Déjà, donc oui, on est dans le gain marginal sur la nutrition, sur tout ça, mais je pense que plutôt ça peut créer un manque et pourquoi pas un effet d'anxiété qui nuit à la concentration. Très intéressant, très intéressant. Mais je te pose la question aussi, Camille, puisque c'est toi qui nous as préparé cette partie-là. Selon toi, j'ai demandé l'avis de Loïc, j'ai demandé l'avis de JP, mais selon toi, est-ce que la caféine peut être en partie responsable des nombreuses chutes qui font tomber le peloton depuis le début de l'année? Je pense sincèrement pas. Je pense que, mais comme JP et Loïc le disaient, hein, ça fait partie des composantes qui peuvent faire que, bon, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est sûr que si tout le monde est plein de café, bon, on est un peu tendu, mais on se parle quand même de dosages qui sont, à mon avis, vraiment très millimétrés dans le peloton professionnel. Et au-delà de ça, là où moi je rejoins JP, c'est que je pense que par contre ça peut créer de l'anxiété et qu'il y a aussi un effet peut-être, c'est pas du placebo parce que ça fonctionne vraiment, mais ce truc de si j'ai pas de café ou si j'ai oublié mon gel ou si je prends pas le truc, je vais moins bien marcher. Parce que scientifiquement aujourd'hui c'est prouvé et à plein de niveaux, hein, je pense que même ouais, ça peut améliorer ta capacité de réflexion en course, etc. Et du coup créer un peu d'anxiété là-dessus. Maintenant, je pense que voilà. Et ce que Loïc disait, hein, il y a quelques années, on a beaucoup blâmé le tramadol pour ça. Bon, après, c'est très bien que le tramadol soit une substance bannie, hein, mais qu'on cherche un peu la solution miracle qui fait que plus personne ne tomberait. Et en fait, on a tous roulé en groupe, on a tous roulé en peloton. Exactement, c'est du vélo, hein, c'est du cyclisme. On n'est pas plein de caféine et pas plein de tramadol et on s'est tous mis des boîtes, je pense, en groupe parce que ça fait partie du sport et on pourra pas. Moi, je crois pas non plus à un sport. Et comme le disait JP, le sport de haut niveau, ça a des risques et on va pas arriver dans un sport hyper lisse où personne tombe, où personne se fait mal, où j'aime pas voir une grosse chute. Je trouve pas que ça fasse partie du show, c'est pas du tout mon propos, mais ça fait partie de notre sport. Les bonhommes, ils roulent à 50 à l'heure, à genre 10 mm de la roue du pote devant. Bah ouais, une erreur d'inattention. La seule façon qu'on arrête les grosses chutes dans le peloton, je crois que c'est d'enlever les bonhommes et de mettre des robots, mais sinon, je vois pas comment est-ce qu'on pourra faire, quoi. Non, c'est intéressant tout ce que tu dis, notamment l'inattention. On va y revenir après. J'ai lu pas mal de choses également sur le matériel et donc c'est cette perte de concentration sur quelques secondes, quelques millisecondes qui pourrait entraîner la chute. Donc en tout cas, merci pour cet avis. On est tous d'accord pour dire que probablement non, la caféine n'est pas en partie responsable. C'est peut-être la pointée du doigt pour ne pas voir autre chose. Tu as parlé des chutes, Camille. Effectivement, on est tous probablement tombés en peloton, mais par expérience personnelle, on ne tombe pas qu'en peloton, on peut aussi tomber tout seul et se faire très très mal. Et justement, ça m'amène à un sujet qu'on n'avait pas forcément préparé ensemble, mais sur la question le cyclisme pro est-il devenu trop dangereux? Moi, je pense aux coureurs, quoi. Alors effectivement, les voir tomber, ça peut paraître spectaculaire, mais c'est pas drôle. Mais par contre, aujourd'hui, rien ne les protège. C'est-à-dire qu'ils ont un textile. Alors, je ne saurais même pas te dire l'épaisseur tellement c'est rien, parce que le moindre impact la déchire. Et on est tous tombés, justement, et à chaque fois que tu as une chute, quand tu vois des sprints à 80 km/h, ou même sur du plat, ça roule à 50-60, quand ils glissent par terre, on est tous tombés,
Mais moi, je pense le soir, quoi. Tu vois, quand déjà te relever, voilà, puis après tu fais ton épreuve, si tu peux. Et puis le soir, il faut enlever le cuissard, le textile. Tu en as probablement un morceau qui reste collé à ton corps. Il faut l'enlever. Ça, c'est quoi votre avis à tous les trois? On a fait un épisode sur les fractures également, il n'y a pas très longtemps ensemble, Camille, je vous invite à l'écouter. Mais moi, ça me fait peur, en fait. Ils sont à nu, en fait, sur leur vélo. JP, je t'écoute. Ouais, je veux bien réagir. Tu sais que j'insiste toujours pour dire que le vélo est un sport mécanique. Et en fait, à ce titre-là, je vois deux différences par rapport aux autres sports mécaniques. La première, c'est celle que tu pointes, c'est-à-dire le défaut d'équipement, puisque au-delà du casque, les cyclistes route ne portent rien. À la différence d'ailleurs des autres cyclistes, hein, puisque bon, on a d'autres sports, hein, on a du BMX de race, on a du VTT, du XC, de la descente, où graduellement, dans le XC, il n'y a pas beaucoup d'autres protections que le casque, on a quand même un peu plus souvent des gants, et encore, c'est pas tout le temps. Dans le downhill, on a quand même de la protection. Dans le BMX race, on a de la protection. Sur le cyclisme route, on a un casque. Et si on regarde la chute de la fin de la semaine dernière sur le critérium, très clairement, quand tu chutes vers l'avant avec ton casque qui protège pas la face, on peut se dire qu'il y a quand même des gens qui ont eu beaucoup de chance enfin, vendredi dernier, je crois que si je me trompe pas de date. C'est ça, sur le Dauphiné. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'on va finalement vers quelque chose où on va devoir ajouter des protections comme dans les autres sports mécaniques? Et puis, ma deuxième réflexion par rapport à ça, c'est que vous étiez plusieurs à souligner qu'effectivement, on roule à des vitesses relativement élevées, qui sont des vitesses dignes de sport mécanique, voilà, motorisé, et on est à quelques millimètres. Mon goût pour la moto m'invite à comparer avec la moto. Aujourd'hui, quand on fait... on a un parallèle aujourd'hui dans le MotoGP où les gens font 2 courses au lieu d'une maintenant par week-end. Et les pilotes ont commencé aussi à se dire, voilà, ça fait beaucoup de charge mentale, ça fait beaucoup de charge physique. Et quand tu regardes un critérium, un Giro ou un Tour de France, les étapes sont répétées, les risques sont répétés, le besoin d'attention est maximisé. C'est-à-dire que tu as fait 150 km jour 1 et jour 2, tu recommences avec des descentes de col rapides, avec des espaces qui sont très faibles. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui est pas assez pris en compte, c'est-à-dire la répétition et la continuité de cette exigence tant de charge mentale que de performance physique. Voilà les deux parallèles entre. Alors pardon, hein, c'est un peu deux extrêmes et c'est pas forcément lié, mais si je prends cette thématique de sport mécanique, on a là deux différences par rapport aux autres sports mécaniques qui sont pas traitées correctement dans le cyclisme de route, à mon humble avis. Oui, je te rejoins. C'est vrai que ça va très très vite et il y a zéro protection et ne serait-ce que la charge mentale. C'est ce qui fait le tri, on va dire, le tri naturel entre certains champions qui ont des capacités pour gagner le tour, des capacités physiques, mais qui mentalement n'arrivent pas à garder une concentration de 3 semaines, qui n'arrivent pas à garder une concentration de 3 semaines et sur certaines étapes, laissent filer pour justement récupérer mentalement. Loïc, toi sur ça, c'est quoi ton avis? J'ai l'image de Wout van Aert autour du Pays Basque, complètement à poil. Donc, je peux que te rejoindre sur le fait qu'il n'y a aucune protection et c'est de pire en pire avec les textiles qui sont de plus en plus aéros. Ah, non, c'est Roglic, tu veux dire, au Pays Basque. C'est Roglic, non? C'est bien autour. Il est tombé aussi. Tout le monde est tombé. Hein. Il y avait Roglic. Oui, mais je crois que non, Wout van Aert, il s'était fracturé l'omoplate quelques jours avant. Et il n'était pas présent. C'est Vingegaard, Remco et Roglic qui s'étaient fracturés. Wout van Aert était complètement déshabillé sur sa chute. Exactement. Ouais. C'est toujours pareil, hein, c'est les gains marginaux. La recherche du moindre gain, on en oublie la protection des coureurs, ça c'est évident. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, dans quelques années, peut-être un textile pour la santé des coureurs, notamment Camille, tu l'avais peut-être étudié pour les fractures, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour un textile qui résiste, on va dire, à une chute, tu sais, où il puisse glisser notamment sur les hanches pour pas avoir des grosses escalopes sur les côtés, même les coudes, pourquoi pas, hein, parce que les fractures arrivent souvent, des épaules, c'est quand même principalement casque, effectivement, tête, épaules, et puis le bassin. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un textile ou peut-être des protections? Après, il y a la question du poids, il y a la question de la transpiration, mais voilà, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Hein. Ouais, je crois qu'on en est très loin. Hein. Je crois malheureusement, et on le voit, quand on a un petit peu de matériel pour faire de l'enduro ou de la DH, aujourd'hui, quand on achète un plastron, quand on achète des protèges tibia, des coudières, etc.,
c'est du matos qui technologiquement, moi j'ai l'impression, n'a pas tant évolué. Enfin là, depuis qu'on était gamin, en fait, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas vraiment plus léger. C'est vraiment pas très confortable à porter, donc c'est inconcevable de porter ça sur une étape de 100-150 bornes. Et aujourd'hui, en termes de textile, toutes les innovations qui sont portées dans le vélo, c'est plutôt sur de l'aérodynamisme. On va pas vraiment chercher de la protection, tout simplement parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, ça râpe. En fait, la plupart du temps, c'est juste, ça râpe de la peau, ça fait des vilaines pizzas. Mais aujourd'hui, avoir un matériel qui protégerait réellement des chocs, comme une combi de moto ou des trucs comme ça, ce serait incompatible en fait avec la pratique mécanique musculaire de notre sport, quoi. Donc, je pense que si innovation il y a, je vois même pas. Enfin, je crois qu'on en est très 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 loin, quoi. Non, mais on peut rechercher dans la moto, hein. Très clairement, les réponses elles y sont déjà. C'est-à-dire que le seul textile qui protège vraiment de l'abrasion à des vitesses importantes quand tu glisses sur un revêtement abrasif, c'est le cuir. Tous les autres textiles aujourd'hui, tu regardes les gradations, les normes européennes ou internationales sur les différentes matières textiles, y compris le carbone, Kevlar, etc., qu'on incorpore dans les combinaisons ou les blousons de moto textiles. On n'obtient pas la performance du cuir. Alors ça serait peut-être suffisant pour les vitesses de glisse du vélo, et c'est décorrélé de la protection des fractures avec les fameuses coques ou protections, parce qu'elles doivent absorber des chocs. Et même dans la moto aujourd'hui, on se pose la question de savoir si statistiquement on peut prouver qu'elles évitent ou pas des fractures, ces protections-là. Très clairement, quand tu vois un pilote de moto de piste marcher, tu comprends qu'il pourrait pas pédaler. Donc c'est vraiment, on est à des opposés. Alors je pense qu'on pourrait quand même légèrement améliorer la résistance à l'abrasion des combinaisons sans perdre trop en aéro. Ça doit être possible. Et peut-être sur la protection des chocs, moi je pense que le plus important, ça serait probablement de protéger à minima la colonne vertébrale et peut-être la face aussi, parce que moi j'ai l'impression que de plus en plus quand même, on a le visage assez exposé sur les chutes où les gars font des plats de l'avant et des glissades énormes, c'est compliqué quand même. Il y a l'effet aéro, mais on a aussi le contrôle de la température corporelle. Bien sûr. Ouais. C'est parce que ça, c'est un facteur de performance, enfin, c'est le facteur numéro 1, notamment dans les montées de coffre, enfin, dans tout ce qui est effort de type intensité critique. Et évidemment, les textiles, ils sont aussi adaptés à ça. Et forcément, quand tu es sur une moto, c'est pas le même problème, quoi. Et non. Mais je pense que tu vois, c'est ce que j'allais dire, le signal peut-être d'un nouveau cyclisme peut venir de là. Tu vois, je discutais avec les parents d'un petit copain à mon fils, il jouait comme ça et le papa dit tiens, il est fan de vélo, il est fan de Pogacar et tout, on discute et je lui dis bah alors quand est-ce que tu te mets à l'école de cyclisme? Et là la maman me dit ah non, c'est hors de question qu'il fasse du vélo, moi j'ai trop peur de la chute. Donc voilà, je pense que peut-être que si les équipementiers nous écoutent, si les équipementiers écoutent dans la tête d'un cycliste, peut-être que dans les années à venir, le signal en tout cas pourrait venir de là, parce que je reste aussi convaincu qu'on fera pas machine arrière sur le matériel. Je vois pas comment on pourrait réduire les vitesses, mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse sur le côté santé, mais aussi chute des coureurs, hein, parce que forcément ils risquent, certains perdent la vie, notamment dans les descentes, mais pas que. Ils sont tout de suite exposés, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse sur ça. Avant qu'on bascule sur le côté entraînement, est-ce que justement vous aviez d'autres choses à rajouter ? Oui, je vais élargir ta petite parenthèse sans transformer l'épisode en un épisode d'1h30, mais on n'a pas parlé de l'environnement aussi, c'est-à-dire qu'il y a un autre truc qui n'a pas changé, c'est que les protections en bord de route, les dispositifs en bord de route, et notamment dans les endroits dangereux, c'est les mêmes qu'il y a 50 ans, quoi, en fait. Donc, tu as une barrière métallique qui est plus critique qu'autre chose, et t'as pas grand-chose d'autre, en fait. Ça a très peu évolué de ce point de vue-là, et peut-être que du coup, là, il y a quelque chose à mettre en place qui finalement est plus simple que d'aller travailler sur les individualités et les coureurs et les protections. Mais en tout cas, dans les passages qui sont repérés comme critiques, on pourra largement améliorer les abords, la présence du public, la régulation du public, le balisage. Enfin, il y a des choses à faire là-dessus aussi, je crois. Je te rejoins entièrement, parce que notamment, on parle de cette fameuse chute sur le Tour du Pays Basque. Moi, je regardais l'étape en live. Honnêtement, ils sont tous tombés dans la rigole en béton, en fait. Et elle n'était pas protégée. Donc ils ont glissé, c'était un virage en dévers, et effectivement, c'était... Alors certes, il était peut-être signalé comme virage serré ou virage dangereux en amont, mais toujours est-il que le virage, lui, n'était pas protégé, et qu'ils sont tous tombés dans la rigole en béton. Alors, quand tu te prends une rigole en béton sur le dos à
à 50 ou 60 à l'heure, je te laisse imaginer les dégâts, quoi. Et ça me fait aussi penser, tu faisais le parallèle avec la MotoGP tout à l'heure, mais ça me fait penser dans le parallèle, dans les glissières de sécurité, où même certains encore ne sont pas complets, c'est-à-dire qu'il y a peut-être tous les 50 cm ou tous les mètres, entre les glissières, tu as un piquet en fait. Et quand tu tombes et que tu glisses en moto à 150 km/h ou ne serait-ce qu'à 70 km/h, le piquet, voilà, ça découpe. Voilà. Donc ça peut être un vrai danger. On arrive maintenant sur la partie préparation. Moi, je voulais avoir l'avis de Loïc sur l'entraînement, parce qu'effectivement, mis sur la table suite à cette chute autour du Pays Basque, on a dit que c'était les entraînements qui étaient beaucoup trop optimisés, les coureurs qui prenaient de plus en plus de risques, certains étaient même pas capables de rouler en peloton pour certains. Quel est ton avis, toi, avec les coureurs avec lesquels tu discutes, les coureurs que tu prépares, que ce soit des champions ou de très bons sportifs amateurs, quel est ton avis sur la partie du sportif, que ce soit son entraînement, que ce soit sa manière d'évoluer? On a fait un épisode pendant le stage en Espagne sur justement les techniques de la descente. Donc voilà, quel est ton avis sur la partie du sportif, Loïc? Alors, ce qui a changé les 10 dernières, par rapport à il y a 10 ans, c'est assez simple. C'est l'optimisation des performances et la science qui est vraiment rentrée là-dedans avec la Sky qui a importé de nouvelles méthodes et en tout cas de nouvelles pratiques scientifiques dans le vélo. Ce qui a homogénéisé les niveaux, ça c'est clair. Il n'y a pas de débat aujourd'hui. J'avais écouté un interview de Thibaut Pinot qui disait que quand il avait commencé, le vélo c'était encore du vélo entre copains, quoi. Et aujourd'hui, c'était un métier à part entière et les gens, c'était leur boulot, quoi. Et on est arrivé à avoir des niveaux homogènes entre chaque coureur, ce qui rend les choses paradoxales. C'est-à-dire que ce soit sur une étape de plat, à l'abord d'un sprint massif ou sur une étape de montagne, juste avant l'arrivée d'un col où le placement est essentiel. Je pense par exemple à l'étape de l'Alpe d'Huez. Vous arrivez avec des gens dont les rôles sont très spécifiques. C'est d'amener le coureur, un leader, bien placé devant. Sauf que maintenant, vous avez 180 coureurs qui font la même chose. Il y a dans les années 90, sur les étapes de plat, vous aviez des gens qui lâchaient sur le plat avant l'arrivée massive. Aujourd'hui, ça n'existe pas, sauf ceux qui sont malades ou qui ont chuté la veille. Donc ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est une réalité qui fait que tout le monde essaye d'être bien placé. Donc, voilà. Pour toi, le lien, Loïc, entre le fameux, ce qu'on appelle l'entraînement optimisé et le risque de chute qui est important, c'est que justement, les datas sont arrivés dans le cyclisme, ont optimisé la préparation, mais aussi les rôles qui sont devenus spécifiques. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une équipe de 8 au départ, ou de 9 au départ d'un tour, ou même de 5 sur certaines étapes de course par étape, chaque coureur sait précisément à quel moment il doit être à son maximum et à quel moment il est un peu plus en retrait. C'est ça que tu es en train de dire, en fait, c'est ça le lien pour toi. Je vais même te dire qu'on spécialise les gens en fonction de leur qualité naturelle. On va recruter, on a professionnalisé le vélo, on va recruter cette personne pour ce rôle-là parce qu'il a les qualités pour le faire. Donc on arrive à des gens qui sont hyper qualifiés et dans toutes les équipes. Donc en fait, on a tout le monde qui veut faire la même chose. Plus l'apport du matériel dont j'y parlera avec les différents les recherches en aéro qui sont extrêmes et on réduit plein de choses, les freins à discussion, on va en parler après, mais tout ça, tu rajoutes ça, les infrastructures routières, il y a des ronds-points partout maintenant. Donc c'est pareil, ça augmente oui, le risque. aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là fait que quand tu veux être tout le monde veut être bien placé, qu'il y a 10 ronds-points avant l'arrivée, à un moment donné, il y a des chutes. Alors ça, on en parlera dans le partie mécanique aussi. Moi, j'ai mis les oreillettes, le fait de parler des oreillettes dans la partie, la mécanique qui a évolué chez les coureurs. Alors oui, ça fait le lien. Je te rejoins, Loïc. On parle tous les directeurs sportifs parlent tous en même temps à un peloton de 220. Donc forcément, ça réagit ça fait réagir tout le monde en même temps. Ça, c'est évident. Mais on parlait des descentes tout à l'heure. On a fait un épisode sur ça. Moi, je prends Tom Pidcock. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien de mettre en avant ce coureur? Alors, je mets vraiment ça sur la table et je fais le parallèle avec l'ultra-distance où certains coureurs, à un moment donné, se sont mis à se vanter de ne pas dormir pendant 3 jours, 4 jours. Pour moi, c'était inconscient de le faire. Maintenant, est-ce que mettre en avant un coureur comme Tom Pidcock, moi, très clairement, voir descendre Tom Pidcock, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas parce que quand tu as chuté 1 ou 2 fois et que tu sais ce qui peut se passer derrière, pour moi, de mettre autant en avant cette prise de risque-là, c'est problématique parce qu'il le fait sur route fermée. Aujourd'hui, moi, quand je vais m'entraîner, les routes sont ouvertes. Voilà. Et puis, je pense que tout amateur roule sur route ouverte.
Enfin voilà, quel est votre avis sur la partie descente, prise de risque, communication? Arnaud, c'est le spectacle. Est-ce que ça aussi, c'est pas un facteur? Il est spectaculaire. C'était le Galibier qui l'avait descendu à fond, avec Froome qui n'arrive pas à suivre. Si tu veux, c'est spectaculaire. Voilà, ça attire les gens. Les gens disent, Mais est-ce que c'est pas, Loïc, est-ce que c'est pas trop dangereux? Oui, mais c'est trop dangereux, mais c'est le business, Arnaud. Il faut vendre. Il faut vendre tout ça. C'est du spectacle. Voilà. C'est comme si tu me disais, au basket, les LeBron James, il fait des choses trop dangereuses parce qu'il joue trop sur physique. Il va dunker sur la tête de tout le monde. C'est dangereux pour les gars. Il faut pas montrer ça aux jeunes parce que les petits, quand ils vont le faire, mais sauf qu'en fait, c'est spectaculaire. C'est ça qui attire les gens. Donc oui, il faudrait tempérer. En tout cas, il faudrait plus souvent expliquer qu'il faut pas le faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pros qui arrivent à le suivre. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont quand même la lucidité de pas le faire et que sur ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité, quoi. Il faut pas l'oublier. Ah ouais, pour moi, je trouve ça, voilà. Après, voilà, je ne cautionne pas en fait. Alors, je respecte tout à fait sa performance. Hein, ça, c'est voilà. Puis encore, où est-ce que tu mets la performance? Si être performance, c'est aussi être comment dire, ne pas être inconscient, tu vois, parce que pour moi, c'est de l'inconscience. Faire ce qu'il a fait, pour moi, c'est ne pas être conscient. Parce que, on le sait, un gravillon, tu parlais de la pression des pneus, JP tout à l'heure, une petite pression en moins, le virage n'est pas le même, et à la vitesse à laquelle il va, mais t'as beau avoir un casque, hein, c'est terminé, quoi. C'est quoi votre avis, Camille et JP, sur ça? Moi, j'ai un avis déjà sur les coureurs, enfin sur Pidcock et les coureurs comme les Pidcock qui est assez positif parce qu'en fait, moi, je trouve ça bien de montrer des coureurs de route qui pratiquent aussi d'autres disciplines et qui sont un peu plus Alors, agiles. ça, on est d'accord. Je suis d'accord, parce qu'il est performant partout, hein, Pidcock. Ouais. Ouais, et ça, moi je trouve ça très positif et je me dis, dans les écoles de vélo, et nous en tant que professionnels du cyclisme, etc., c'est bien si on amène les enfants à avoir diverses pratiques du vélo. Je pense que ça enrichit notre sport et je pense qu'on parle de dangerosité dans le peloton. Si il y avait plus de gosses qui avaient été faire un peu de cours de VTT en plus de faire de la route, ça contribuerait en tout cas à peut-être réduire le nombre de chutes ou en tout cas, ça leur permettrait d'éviter des chutes. Et je repense à Sagan aussi, qui était pour moi fer de lance de toute cette génération qui est multidiscipline et qui arrivait sur des Paris-Roubaix à éviter des boîtes monstrueuses à cause de son agilité. Donc, je pense qu'il y a aussi un pendant très positif à avoir des coureurs comme ça. Après, il y a un autre sujet qui, pour moi, est la façon dont Ineos a formé ses coureurs aux descentes. Et je repense à l'accident de Froome et je repense à tout l'espèce de dopage cérébral qu'ils avaient mis en place. Et ça, par contre, je trouve ça super dangereux. Donc moi, je blâmerais pas Pidcock, je blâmerais Ineos. Voilà, c'est mon avis. Alors là, je te rejoins entièrement, Camille, sur le fait d'avoir des coureurs qui font plusieurs disciplines du cyclisme. Là, pour le coup, effectivement, le mec, respect, parce qu'il est capable de gagner en cyclocross, il est capable d'être champion du monde de descente, de VTT, de toutes les disciplines auxquelles il parle. Et ça, je trouve ça génial. C'est le fait de dire, voilà, moi, j'aime le vélo, en fait. J'aime faire du vélo, quel que soit le terrain, et je suis performant. Là, c'est génial. Maintenant, quand tu parles d'Ineos, sur le formatage de la descente, est-ce que tu peux creuser? Parce que pour le coup, moi, je suis le cycliste, mais je vois pas de quoi tu parles, en fait. C'était quoi? C'était le fait de prendre des risques en descente, de visualiser des descentes? Je me rappelle pas du nom exact du dispositif, mais en gros, ils bossaient avec des masques type Oculus. Et du coup, ils faisaient beaucoup. Ils avaient développé tout un processus. Alors, je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Ça fait quelques temps que j'ai pas regardé, mais ils avaient développé tout un processus qui visait en fait à inhiber les mécanismes de la peur dans le cerveau pour essayer justement de réduire les appréhensions en descente et de gagner plus de temps et d'améliorer. Et Froome était, avant sa chute, quand même, on s'en rappelle, un très 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 bon descendeur aussi. Moi, je me souviens l'avoir vu pédaler sur le cadre. Vous vous souvenez tous quand il s'était mis assis sur le cadre en pédalant. Enfin, je me suis dit, alors que quelques jours avant ou quelques jours après, il avait monté le Ventoux en courant avec des cales parce qu'il avait cassé son vélo. Je me suis dit, ce mec est complètement dingue, quoi. Tu vois, donc oui, je revois bien je comprends ce que tu veux dire, Camille. Ineos avait compris avant tout le monde que aujourd'hui les victoires de toute façon se joueraient pas forcément sur les ascensions, qu'on arrivait avec beaucoup de coureurs qui avaient quand même un excellent niveau et qui se battaient dans l'ascension et que du coup pour gagner, pour faire la différence, pour faire des différences importantes, c'était en descente.
Et voilà, et après les différents accidents qui ont eu lieu, moi, c'est plus ça aujourd'hui où je me dis, bah, c'est aussi le rôle des équipes de mettre les coureurs en sécurité. Et si on a des mécanismes de peur et des inhibitions, bah, je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas lever et que la technologie, elle a quand même ses limites. Et pour moi, c'est plus ça la limite. Intéressant. JP, ton mot sur ça? Euh, Est-ce que tu penses comme moi qu'il faut pas montrer ces images ou est-ce que tu penses que si justement il faut montrer ces images? tu peux pas dire ça, Arnaud. En fait, tu peux pas dire que tu cautionnes pas. Tu regardes le vélo, donc tu cautionnes. On est dans un sport qui a évolué, comme tu disais avant, c'était on roulait entre copains et aujourd'hui c'est un business. Donc je vais pas me faire des amis, mais les coureurs dans le peloton, c'est des chevaux de course. Il suffit de rentrer dans un paddock de grand tour et déjà ils sont physiquement tous assez similaires. C'est pas Loïc qui va me contredire. Et c'est tous des chevaux de course. Et des chevaux de course dans une écurie, c'est exploité pour faire des résultats. Et malheureusement, dès lors qu'il y a du business en jeu et ce que les étapes veulent pour satisfaire leurs sponsors et pour générer des revenus, c'est faire de la performance. Pour faire de la performance et pour générer des revenus, il faut du monde. Pour attirer du monde, il faut du sensationnel, il faut du spectaculaire, comme disait Loïc. C'est du spectacle, c'est un show. Et donc, plus de risques, plus de show. Donc, dès lors que tu regardes, tu cautionnes. Et donc, tu peux pas espérer qu'on ne montre pas ces images. Au contraire, on en montrera plus. Et presque, j'irais presque jusqu'à dire que plus il y a de chutes, plus ça sert le spectacle, presque. Parce qu'il y a une partie du public qui va se régaler de ça de toute manière. Parce que ça leur fait toucher le risque du doigt. D'accord? C'est la résultante de la recherche de la performance. C'est ce risque accru. Et le risque accru, il est matérialisé quand le risque se réalise finalement. Donc, nécessairement, en fait, tu ne verras jamais disparaître ces images parce que si ces images disparaissent, c'est le business autour de ce sport qui disparaît. Ouais, c'est dommage. C'est propre à tous les sports qui ont été monétisés, ok, ou de manière générale tout ce qui a été monétisé de toute manière, mais avec des pendants différents. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu feras pas disparaître ça. Ouais, c'est dommage, tu vois, parce que sur le débat, je comprends, mais là-dessus, je regarde l'étape en live et quelque part, je suis victime du réalisateur qui, lui, a ce rôle-là de, tu vois, de filtrer ce que tu mets à l'écran ou pas, parce que dans une régie, Il fait partie du dans une système. régie, c'est une personne qui décide, ou même deux parfois, de ce qu'on doit mettre à l'image, parce que justement, c'est là que c'est ce qu'il faut montrer. Bah, pour moi, je pense que le réalisateur ou les personnes qui décident de ce qu'ils doivent mettre à l'image là, bah, je suis pas certain que de montrer un gars qui descend à 110 ou 120 km/h le galibier sur route fermée, bah, ça soit En tout cas, pour moi, je pense que ça contribue au fait que ce sport soit dangereux. En plus, alors on peut rajouter aussi, on parlait des entraînements optimisés, Loïc, on peut parler aussi des datas de Strava, la recherche de battre le segment ou d'améliorer ton temps ou de finir ton com. Enfin, il y a tout ça aussi qui fait que bah, tout ça, je pense que ça contribue au fait que le sport devienne dangereux. Mais après, voilà, c'est le but de débattre aujourd'hui. Camille parlait du travail sur le mental, hein, qui en fait touche tant Camille que Loïc. Hein, c'est vraiment de l'entraînement, mais l'utilisation de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne, elle est majeure, même si on n'en parle pas parce que c'est toujours un petit peu tabou. Et dans programmation neurolinguistique, il y a programmation. Donc effectivement, on programme ses pilotes pour avoir un côté désinhibé face à certains risques, pour limiter l'appréhension. Voilà, on peut même ancrer des processus de performance liés à la prise de risque. C'est des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre in fine. Et on est toujours à la limite d'un point de vue éthique hein, quand on touche ces sujets-là. Ce sont des outils formidables auxquels moi je suis formé. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais très sincèrement, dans le sport, la limite entre l'utilisation de l'outil pour guider la performance et la manipulation pure et dure, elle est fine, elle est très très fine. Et encore une fois, on est sur des managers qui ont besoin d'aller chercher de la performance, du gain, parce que l'équipe et les sponsors, etc., etc. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais tu parlais du réalisateur. Le réalisateur, oui, à mon avis, si on creusait, si on avait accès à un réalisateur là, il saurait nous dire que montrer Pitcock qui descend à 120, ça a généré un pic de téléspectateurs, et donc il va recommencer la prochaine fois.
Intéressant, très, très intéressant. Et donc, je reprends ma question comme je l'ai fait tout à l'heure pour la santé, par une réponse oui ou non, ou quelques mots si vous le souhaitez derrière. Mais est-ce que le cyclisme pro est devenu trop dangereux? Et une des raisons serait justement l'optimisation de l'entraînement. Alors, est-ce que oui, selon vous, à cause de l'optimisation de tout ce qu'on a dit, les datas, le spectacle et la préparation justement de sportifs à se dépasser, ne serait-ce que mentalement, est-ce que pour vous, ça a contribué à ce que le sport soit dangereux et donc à ce qu'il y ait plus de chutes? Loïc, C'est pareil, comme la même réponse, il n'y a pas que ça. pour toi, c'est une des composantes. Oui, bien sûr. Les composantes comme le matériel. On va y venir après, le matériel. Et pour toi, Camille, sur cette partie-là? Ouais, je pense que de toute façon, la recherche de la performance dans le sport, et plus on va optimiser et plus on va faire de trucs. On a peu parlé aussi là des compteurs, mais le fait d'avoir le nez sur le compteur, Mhm. de On va en regarder parler, ses ouais. watts, de regarder, enfin, je pense qu'on va en reparler, mais bah voilà, je fais la transition en même temps, comme je suis une meuf vraiment sympa. C'est parfait. Mais C'est parfait, on va sur la mécanique. Effectivement, les compteurs, je pense qu'encore Froome, hein, c'est un formidable exemple avec ce... En fait, il regardait plus son compteur que la route, quoi. bah, je me dis, enfin, il y a un moment où on reste quand même des êtres avec un cerveau qui est plutôt monotache, tu vois, et JP, il parlait de PNL et d'hypnose, etc. Et on essaye vraiment de venir optimiser en prépa mentale, je pense, très finement les sensations et tout ce qui se passe. Et on fait tout un travail là-dessus pour aider à se focaliser. Et à côté, on met en fait des signaux permanents qui viennent détruire cette concentration. Et ça, je pense que, en termes de coaching, en termes de prépa mentale, etc., c'est aussi quand même un vrai sujet de comment est-ce que tu prépares un athlète à être dans la zone, à atteindre un état de flow, à atteindre une concentration parfaite quand toutes les 2 minutes, il se fait hurler dans l'oreillette et qu'il a un truc qui bip parce qu'il n'est pas dans ses watts. Donc ça, pour moi, c'est aussi un vrai sujet, quoi. Ouais, non, mais tu fais une belle transition sur la mécanique, hein. Pour moi, il y a deux parties dans la mécanique. Il y a effectivement le matériel, mais vraiment la machine, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a les périphériques, effectivement, les GPS, les oreillettes, les capteurs. Voilà, et là, on va laisser la parole au spécialiste, c'est-à-dire JP, toi, au niveau de la mécanique, qui est vraiment poussée à l'extrême au moment où on enregistre, hein, mais qui le sera probablement encore plus dans 5-6 ans si on est encore sur cette capsule. Mais selon toi, la mécanique, toute cette mécanique qui a été mise en place, qui a énormément évolué ces dernières années, est-ce qu'elle est en partie responsable? Non, elle serait peut-être au global, au contraire, on pourrait prendre des cas détaillés et puis arguer du pour et du contre, mais globalement, l'évolution de la mécanique en tant que mécanique pure et dure, le matériel, le matériau des cadres, les freinages, etc., la largeur des pneus, l'optimisation des pressions, ça, on est plutôt allé au contraire dans du bénéfice pour le coureur, c'est-à-dire tant du bénéfice. On a, bref, j'ai l'impression des fois de tourner comme un disque rayé, pardon, mais performance et confort, ça va ensemble. Donc, pour le coup, là, on a fait peut-être un pas en avant. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que certains grands directeurs sportifs pointent en avant le fait que les freins à disque n'avaient rien à faire, les freins à patins étaient très bien. Ils sont directeurs sportifs, ils sont pas directeurs techniques, et c'est ça qui fait la différence peut-être. Aujourd'hui, je suis désolé, on peut pas arguer qu'un frein à disque apporte pas un bénéfice de freinage, surtout dans les descentes, quand on est en humide, etc. Il y a un bénéfice. Point barre, c'est quasiment indiscutable. Alors je continue parce que pour certains directeurs sportifs, c'est presque du complot des marques qui justement ont mis les freins à disque pour qu'on puisse tous se rééquiper et qui, du fait que les freins à disque ont besoin d'une surface de freinage plus importante, eh ben, tu dois aussi prendre des pneus qui sont plus larges. Tu vois ce que je veux dire? Donc certains ont ce raisonnement-là. C'est... Je laisse Loïc intervenir et après je te répondrai. Alors, où je pourrais poser la question sur les freins à disque, c'est justement par la qualité du freinage et l'avancée que ça apporte, c'est que tu réduis, tu prends plus de risques parce que tu peux réduire les temps de freinage Le freinage est plus brutal. et du coup tu peux te dire là je vais passer et parce que je peux freiner au dernier moment, sauf que le temps de réaction derrière, tu sais, c'est toujours pareil, hein, quand le premier coureur freine et que le freinage il est hyper rapide, derrière si t'as pas le temps de réaction, tu rentres dans la roue. Oui, mais alors à ce moment-là, on peut tous retourner. J'ai un charron hein, juste à côté de la maison. Si vous voulez, on retourne tous à la charrette avec la roue en bois et le cercle métallique. Il y a pas de souci. Why not? Mais très clairement, en tout cas du point de vue du matériel, on apporte plus de performance de freinage, plus de tenue de route. Donc on va plutôt
du point de vue de la sécurité, bien sûr, ça repousse la limite, mais là, après, on va repasser sur la partie humaine. C'est est-ce que l'humain est capable d'aller flirter avec cette limite ou pas? Mais le matériel, globalement, s'est amélioré. Ça, Moi, je suis en phase avec toi, JP. Je suis en phase avec toi. c'est juste que quand on a des étriers, on peut pas passer des plus gros pneus, et quand on a un disque, on peut passer des plus gros pneus, et ça va dans le sens de la physique. Donc ça, on s'est amélioré sur ces points-là. Et puis alors, moi, je suis désolé, j'ai pas encore vu de boucherie avec les freins à disque sur une chute. J'ai pas vu les coureurs découpés en carpaccio. Voilà. Donc bon. On va passer sur les freins à disque, mais juste, je sais pas si enfin, est-ce que vous vous imaginez reprendre un vélo avec des pneus de 18, quoi. Enfin, Bah, jamais de la vie, je te le dis. mais jamais de la vie, moi non plus. Moi non plus. Alors, je suis pas cycliste professionnel, mais jamais de la vie. On a gagné en confort de manière incroyable. Incroyable, que ce soit au freinage, mais aussi sur, quand je dis confort, sur ton vélo avec des pneus, quoi. Enfin, tu vois, des pneus qui font plus 18, quoi. Et gonflés à 9 bars. T'as vu, j'ai changé, JP. Hein. Ouais. On n'est pas encore au niveau où il faudrait, mais on s'améliore. Écoute, j'ai voulu. Non, voilà. Alors, je pense voulu. qu'on a des gains de sécurité liés à l'évolution de la mécanique sur ce point-là. Après, clairement, encore une fois, quand on cherche la limite, quand on veut faire un cadre encore plus léger, quand on veut utiliser une fibre encore plus fine, bien on ajoute du risque aussi. Alors, on est quand même sur des produits industriels. Hein, les pilotes, ils roulent sur des objets qui sont faits en série où il y a du process et du contrôle. Donc, on diminue l'épaisseur du trait, mais il y a du contrôle qualité. On voit pas beaucoup de cadres se casser en deux. Ouais, Loïc, je te laisse la parole après, mais ouais, on voit pas de cadres se casser en deux, ou très rarement, ça arrive un peu parce que bah, la fibre, elle a ce défaut par rapport aux matériaux métalliques qu'on pouvait utiliser avant dans le peloton, c'est qu'elle peut casser sans prévenir. Un matériau métallique va plus avoir tendance, en tout cas pour l'acier, à se tordre, par exemple, et à se déformer avant de rompre sur les fibres, c'est un processus différent et peut-être que en continuant de pousser sur le light, etc., mais on a quand même une limite basse avec des poids qui sont imposés minimaux sur l'essier. Donc là, on a peut-être un garde-fou intéressant. Donc sur l'évolution du matériel en tant que tel, en tant que matériau pièce, je crois pas qu'on génère plus de risques. Je pense qu'on plutôt on génère un peu plus de sécurité. Après sur la géométrie, je reviendrai parce qu'il y a là on passe sur autre chose. Je laisse intervenir Loïc qui voulait réagir, je crois. C'était sur ça que tu veux parler. Et la taille et la largeur des cintres. Je sais que j'ai découvert. Ah bah Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire après. Ouais. Ça, C'est également le sujet que je voulais évoquer. D'accord, mais oui. on est plus du coup, on est plus sur de la mécanique pure et dure. C'est-à-dire, c'est pas la pièce qui pose problème, c'est la dimension de la pièce et comment elle agit sur le maniement du vélo. Alors effectivement, le plus gros gain aéro, le moins cher et le plus simple, c'est de réduire la surface frontale du pilote, hein, et pas du vélo. C'est pour ça quand on commence à travailler sur l'intégration des gaines, enfin, bon, c'est toujours, ça vient après, hein, d'accord. Mais effectivement, on sait que tout le monde, même à 35 km/h, tu passes d'un cintre de 44 à un cintre de 35 et tu resserres les coudes et tu descends ta position et tu bascules ton bassin et tu as des gains qui sont énormissimes. On n'est pas en train de parler de 1 ou 2%, on est en train de parler de 10, 20% des fois. Ça dépend du point de départ et du point d'arrivée, mais c'est dans cette gamme c'est dans cet ordre de grandeur-là. Donc c'est énorme et très clairement, mais tout le monde peut faire sa propre expérience, lancer ne serait-ce qu'à 50 ou à 60 ou à 70 avec des angles de direction qui sont souvent très relevés, c'est-à-dire avec des vélos qui sont déjà pas stables, avec une physio, une morphologie de pilote type qui est plutôt de type coton-tige élancé, plutôt grand, et ben on a des cadres qui sont grands aussi, donc qui sont aussi moins stables. Donc tout va vers un peu plus d'instabilité. L'instabilité, elle n'est pas due purement à la mécanique, c'est pas le vélo en lui-même ou le matériau qui est instable, c'est tout ce qu'on cherche à imposer à l'ensemble, au système. Tu te rappelles que je parle tout le temps de système. Et ben c'est ça qui rend le système plus instable. Et ça, clairement, là, il y a un facteur de risque parce que bah, la moindre déviation de trajectoire, et si t'as pas de bras de levier parce que tu as un cintre très étroit, si ton vélo est plutôt en hauteur, et bah t'es plus sensible, t'es sur un point d'équilibre beaucoup plus fin et t'es plus sensible à une déviation, à une perturbation de l'équilibre du système et donc à une génération de chute. Ça, très clairement, ça a évolué vers le négatif. Ouais, je suis en phase. C'est pas un aspect uniquement mécanique, c'est finalement tous les facteurs dont on parle depuis tout à l'heure qui s'accumulent
à faire en sorte que on a des systèmes plus instables. On est sur un fil de rasoir très clairement. Le cintre, c'est important. Là, il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, une tendance vraiment À rétrécir. presque malsaine à réduire. Mais c'est pas la mécanique qui guide ça, quoi. Après, pour l'instant, on est bordé sur vraiment aller chercher les limites de matériaux. On est bordé par les poids minima, ça c'est plutôt bien. Et puis alors ta deuxième capsule plutôt mécanique et sur tout ce qui est l'électronique, etc. Mais bien sûr fois 1000, c'est-à-dire que très clairement, on donne de la caféine aux mecs pour qu'ils soient plus concentrés, mais on leur envoie 50 notifications à la minute. Et effectivement, les mecs ont le nez sur le compteur. Alors bien sûr, on met des groupes électriques où maintenant tu vas appuyer sur un bouton et l'arrière va bouger en fonction de l'avant. Super. On t'enlève une partie, mais on te rajoute 4 notifications pour te dire que ta VO2 max elle est comme ci et comme ça, que ta cadence elle est machin, et t'as un gars qui te parle dans l'oreillette. Donc je pense que la data, c'est un peu pareil. Refaisons une comparaison de sport mécanique, quoi. Bien sûr qu'il y a énormément de data dans le sport mécanique et c'est encore beaucoup plus riche dans les sports mécaniques motorisés, mais en général, la data, on la traite a posteriori. Là, il y a une espèce de temps réel de la data, parce que quand tu es en course sur un véhicule motorisé, tu as ton rapport engagé, ta vitesse et ton compte tour. Alors, bien sûr, on peut te panoter à chaque tour, des choses comme ça, mais globalement, en instantané, c'est ça les infos que tu as. Sur un vélo, on te donne beaucoup plus que ça. Et c'est trop, certainement. Et je pense que Loïc va dire que c'est bénéfique à l'entraînement, et très clairement que toutes ces datas, elles sont bénéfiques dans l'entraînement, mais peut-être que une des solutions, ça serait de faire en sorte que pendant la course, on n'ait pas ça. Pendant la course, on n'est pas un gars qui parle. Pendant la course, on n'est pas toutes ces infos qui remontent avec cette bardée de capteurs, et on se concentre juste sur la course, fournir son effort, qui va découler de l'entraînement qui aura bénéficié de cette data. Mais je pense que aller chercher des solutions dans le physio, dans le médicament, dans la caféine, etc., pour améliorer la tension et dans le même temps tout faire pour maximiser les sollicitations du pilote avec des infos je suis pas certaine, mais tu me contredis, Loïc. Je suis pas certain Non, que mais je suis d'accord à 100% avec toi. je suis pas certain qu'en course, tu aies besoin d'avoir toutes tes datas. Si tu es Non, c'est correctement entraîné, l'entraînement. voilà. Il y a des coureurs qui courent sans compteur encore, hein, ça existe. Ouais, il y en a quand même de moins en moins, mais Oui, de et moins puis en moins. on va vers ces systèmes intégrés où si t'as pas ton compteur maintenant, ça va perturber une partie de ton groupe électrique, etc. Puisqu'on essaye de faire des environnements complètement digitalisés. Euh, Moi, je te rejoins sur les oreillettes, JP. Je te rejoins sur les oreillettes, mais je pense que les oreillettes peuvent avoir un intérêt sur la sécurité et pourquoi pas dans l'avenir. Est-ce que ce ne serait pas que la direction de course qui pourrait informer les participants? C'est-à-dire que cette communication ne serait pas des directeurs sportifs vers les coureurs, mais de la direction de course vers les coureurs. Voilà, effectivement, une route barrée, un incident, une chute collective, une neutralisation, ça serait probablement beaucoup plus serein, effectivement. je pense que je veux pas faire la conclusion à ta place, Arnaud, mais finalement, tout ce qu'on a vu là, depuis le début, et je le redis, tout ça, c'est guidé par le business model et pas par autre chose, mais tout ça, en fait, conduit à sursolliciter un être humain dans un contexte de stress important. Et peut-être que c'est ça qui est trop dangereux, en fait. C'est qu'on flirte avec les limites physio, mentales des êtres humains, même surentraînés. Le danger, il est là, en fait. L'accroissement du risque est là. Mm. C'est tout ça mis bout à bout qui fait que c'est pas juste le cintre moins large ou le frein à disque ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un mix de tout ça, mais c'est qu'on demande peut-être trop à ces gens-là au bout d'un moment et qu'ils restent humains et que l'erreur est humaine, c'est quelque chose qu'on dit et qui est un lieu commun. Moi, je pense qu'il y a des choses à travailler dans cet environnement-là, c'est-à-dire effectivement enlever la sursollicitation, etc. Et puis, il y a à travailler sur les à côté, sur, OK, on a créé du risque. Quand le risque survient, comment on fait pour finalement minimiser ses conséquences? OK, il y a un risque de chute. Comment on fait pour protéger les pilotes quand ils tombent? Les gens vont rouler super vite. Comment on fait pour choisir la bonne route où finalement on leur donne pas l'opportunité d'être sur un dévers dangereux? Voilà, je pense Non, mais que t'as répondu en fait à la question. Alors, je voulais pas effectivement faire la conclusion, mais je voulais plutôt vous poser la question
à tous les trois, c'est ce que selon vous, mais tu as parfaitement répondu, JP, tu as donné ton avis sur ça, c'est est-ce que c'est pas effectivement l'être humain en fait, le coureur qui crée le propre danger de par un guidon trop petit, de par un directeur sportif qui l'équipe d'une oreillette et d'un capteur. Voilà, est-ce qu'au final ça serait pas ça? Donc effectivement, JP t'a donné ton avis. Camille, quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu es en phase avec ça ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire JP, hein. Je pense que c'est une accumulation de facteurs et de surstimulation des bonhommes et de choix de route, et d'équipements routiers aussi qui sont discutables. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup de facteurs et je crois pas que... on parle de la dangerosité du sport et on voit bien que notre sport évolue. Maintenant, il y a aussi plein de choses très positives où je pense qu'on a des coureurs qui vont mieux, qui sont quand même en meilleure santé, qui sont beaucoup plus encadrés. Et ça, je pense que c'est un truc très très positif aussi sur la santé, vu que, moi, c'est mon cheval de bataille. Mais je pense que sur le long terme, on va aussi avoir des gens qui certes vont être beaucoup plus professionnels que les coureurs qui courent entre copains et que ça va être beaucoup plus encadré. Mais quelque part, il y a aussi plein de choses positives qui se passent. Je pense que voilà, il y a plein d'évolutions à venir qui vont être intéressantes et que là, on a en tout cas plein de pistes de réflexion et j'espère que les équipes considèrent aussi ça, que les directions de course le considèrent aussi. Et après, moi, d'un point de vue perso, pour conclure, c'est vrai que j'aimerais bien revoir plus de courses sans oreillettes. Je prends beaucoup de plaisir à regarder des championnats du monde ou des choses comme ça. Et je trouve ça, La ça course n'est vraiment pas la même. cool. Je trouve que ça change aussi un peu la dynamique du sport. Et du coup, moi, s'il y avait un truc qu'on pouvait changer là d'un claquement de doigts, j'aimerais bien que ce soit ça. Super, merci Camille. Et pour toi Loïc, quel est selon toi, est-ce que tu es en phase avec ça, de fait de dire qu'effectivement ça vient peut-être uniquement de l'humain en fait? Pour moi, ce que dit JP, c'est, je pense 100% de ce qu'il a dit. C'est vraiment les choix, les choix des organisateurs, les choix des équipes, le choix de la diffusion télé, le choix du mécanicien, le choix du coureur. C'est qu'une question de choix humain. Et je pense que la technologie a dépassé parfois nos capacités par rapport à utiliser ce type de matériel. Parfait. Bon, ça tombe bien puisqu'on est tous en phase. Donc c'est pour ça qu'on fait de si beaux épisodes tous ensemble tout au long de l'année, puisqu'on est vraiment dans la même. Bon, il y a eu quelques débats autour de Pitcock et du fait de diffuser les images. Ok, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais bon, en tout cas, on est en phase sur beaucoup de choses. N'hésitez pas suite aux différentes communications qui vont être faites autour de cet épisode, de nous donner d'autres avis sur les différents réseaux ou sur le site Dans la tête d'un cycliste. Un grand merci à vous pour votre temps, pour également vos avis d'experts. Et puis je conclurai effectivement juste par une petite pensée à tous les cyclistes qui sont aujourd'hui sur la route de Race Cross France, et notamment les 2500 km, puisqu'au moment où vous diffusez l'épisode, les participants se sont élancés depuis hier, 21h du côté de Lille, et ont 10 jours pour rejoindre Mandelieu, en passant par les Pyrénées et le col du Tourmalet. Un parcours de 2500 km et plus de 30 000 de dénivelé. Donc voilà, je suis convaincu qu'ils écouteront... Par l'Auvergne aussi, il passe par l'Auvergne, n'oublie pas. Et par l'Auvergne, il passe pas très loin de chez toi. L'Auvergne, il y a une base de vie formidable qui est à Guignon. Il faut aussi le signaler. Guignon, ma ville natale, voilà. Donc voilà, ça va être une formidable aventure. N'hésitez pas à vous connecter sur racecrossseries.com et comme ça, vous pourrez suivre l'évolution des participants en live et même retrouver Camille, puisque Camille est avec nous pour nous faire vivre les à côté de l'épreuve. Donc ça va être un chouette moment. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Des chutes, effectivement, on revient sur les chutes. Elles sont de plus en plus fréquentes dans le cyclisme professionnel, mais elles sont le résultat, et on l'a vu encore aujourd'hui en échangeant, complexe de plusieurs facteurs. Mais il est impératif que les gens qui ont ces responsabilités se mettent autour de la table, et que toutes les parties prenantes du monde du cyclisme aient une réflexion autour de ça. Un grand merci à vous, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Merci. Merci, salut.